Toujours ému lorsqu'on se retrouve pour cet acte mémoriel, pour rappeler à tous ceux qui devraient l'entendre l'importance de commémorer le 7 avril et de le précéder, comme vous faites avec beaucoup d'intelligence, d'une journée d'études nous permettant de faire chaque fois une réflexion de fond sur ce que fut cet événement terrible, horrible, ce crime des crimes. Et je commencerai en disant, et en me référant à une phrase d'Edgar Morin. Edgar Morin, vieux monsieur sage, des sages aussi en France, qui a écrit un livre que je vous recommande, qui s'appelle « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Et il dit dans cet ouvrage une toute petite phrase que j'ai relevée qui s'appelle « Sachons donc espérer de l'inespéré et œuvrer pour l'improbable ». Et le même s'exprimait il y a un an, 10 ans plus tard, dans l'Obs en France, et c'était le 22 octobre, et il disait « Nul acquis n'est irréversible, y compris la démocratie, et ce qui ne se régénère pas dégénère. » Je pense que c'est plein de sens et de sagesse, et c'est ainsi que je vous invite à réfléchir sur ces 2 sentences à l'ouverture de cette journée. Je me réjouis de voir qu'il y a des enseignants qui ont pensé à venir avec leurs élèves ici, et certains d'entre vous bien n'étaient pas nés en 1994. Et donc, aujourd'hui, voilà, vous êtes là avec des gens qui sont des rescapés, qui sont des gens qui ont dû quitter leur pays, qui sont des gens qui ont à porter un fardeau énorme, qui est un fardeau pour eux et qui devrait l'être pour nous tous, s'agissant du crime des crimes, un génocide. Alors, nous avons en commun, nous tous, la responsabilité d'empêcher toute forme d'oubli, pire de négationnisme, s'agissant du génocide d'un peuple. Ce peuple rwandais, les Tutsis, comme ce fut le cas pour le peuple juif, le peuple arménien. Et cela nous oblige. Nous avons des obligations, celle de partager non seulement la tragédie, partager le rappel des circonstances. Parce que, je l'ai déjà dit à d'autres occasions, mais je vais le répéter aujourd'hui pour vous, j'ai été responsabilisé par le programme des Nations Unies pour le développement, à la demande du gouvernement rwandais, de faire l'étude des financements du génocide. Et quand on a fait l'étude de ce financement, on a retrouvé dans les caves des différents ministères qui avaient fui le gouvernement génocidaire, et abandonnant dans les caves une série de documents qui nous ont permis de retrouver toutes les filières qui ont fait que ce génocide a été financé en fait par les grandes institutions internationales comme la Banque mondiale, financé par la Belgique, financé par la France, financé par la Suisse, financé par l'Autriche, financé par un nombre impressionnant de gouvernements qui ont fermé les yeux sur le fait que l'argent qu'ils envoyaient vers le Rwanda au titre de la coopération au développement était systématiquement détourné afin de préparer ce génocide déjà 2 ans avant son exécution. Et la Belgique a fait l'effort de mener une enquête sur ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, et d'avoir une commission d'enquête comme il en existe dans ces enceintes parlementaires, au cours desquelles toutes ces choses ont été mises en avant. Et finalement, le Premier ministre belge de l'époque, qui est parlementaire européen aujourd'hui, M. Verhofstadt, est parti au Rwanda, il est allé demander pardon.
Pardon que bien peu d'autres pays qui ont participé à ce génocide ont effectivement réalisé. Pardon que l'ONU a eu difficile elle aussi à faire dans la mesure où le secrétaire général Kofi Annan était à l'époque du génocide, était lui-même impliqué puisqu'il était le responsable des forces de paix des Nations Unies, des soldats des Nations Unies chargés de faire régner la paix. Ça nous oblige à analyser, ça nous oblige à identifier les causes, cela nous oblige à assumer la part de responsabilité qui nous revient. Et là, l'éducation a un rôle élémentaire, essentiel. L'éducation, eh bien, c'est celle que les Juifs, qui savent mieux que quiconque combien la vigilance s'impose pour ne fût-ce que maintenir l'effort mémoriel, l'effort commun de ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, de ce crime des crimes qui a été commis vis-à-vis de ce peuple, 6 millions de morts. Et ils savent combien ils ont dû se battre pour que finalement ce drame absolu devienne un drame de l'humanité tout entière. Et aujourd'hui, l'effort magnifique que fait Ibuka, l'effort que certains bourgmestres ont relayé en acceptant que l'exposition puisse circuler à travers la Belgique et être présentée au public, c'est celui qui doit être fait pour que notre humanité ait conscience de ce qui s'est passé et ait conscience qu'il ne suffisait pas de dire après-guerre « plus jamais ça ». Parce que plus jamais ça, eh bien, c'est revenu. Et plus jamais ça, comme le dit Edgar Morin, pourrait encore venir. Et il nous appartient donc, comme l'ont fait les organisations juives, elles se sont battues. Elles se sont battues pour qu'on sauvegarde les traces de l'Holocauste. Elles se sont battues pour faire reconnaître par la puissance publique l'importance que ça pouvait avoir pour l'éducation citoyenne, pour la formation des générations à venir. Et aujourd'hui aussi, nous devons, face au génocide qui s'est produit au Rwanda, avoir cette capacité de sauvegarder les traces, pas seulement les traces que vous pouvez visiter lorsque vous êtes au Rwanda, mais les traces qui sont celles que nous avons commises, les traces qui ont été faites parce que la Belgique a fermé les yeux sur l'usage qui était fait des fonds qui étaient confiés à ce gouvernement, qui étaient par exemple des ambulances devant servir pour les soins de santé dans le pays et pour lesquels nous avons trouvé des lettres. Je peux vous les amener si vous voulez. Des lettres du ministre de la Santé de l'époque qui disait à son collègue de la Défense nationale « Voilà, j'ai reçu les ambulances, je te les confie pour préparer notre œuvre et pouvoir faire la guerre contre le FPR qui essayait à ce moment-là de libérer le pays de ce gouvernement génocidaire. » Et donc, on a eu des preuves multiples de ce genre-là. Des preuves qui venaient même des camps où tous les génocidaires s'étaient réfugiés au Congo. Des preuves où des Belges qui étaient dans ces campements pour préparer l'armée qui avait fui le pays à pouvoir y retourner et terminer le génocide engagé. On a des lettres et des preuves de lettres qui ont été adressées ici à l'ancien Premier ministre, M. Tindemans, des lettres disant « Voilà, aujourd'hui, 45 000 hommes sont prêts à reprendre la lutte. » Et ils pouvaient le faire parce que dans les camps, le gouvernement génocidaire en exil avait emmené l'ensemble des avoirs de la caisse de la Banque nationale et payait encore des achats d'armes pour reprendre cette guerre génocidaire. Nous devons pouvoir expliquer cela parce que des armes ont été achetées en Belgique, en Chine,
en Russie, en Israël, ont été achetés dans différents pays. Et donc ça n'exonère personne, ça n'exonère aucun État, cette action mémorielle et ce travail qui est de faire en sorte qu'il y ait une éducation populaire et un enseignement qui permettent aux jeunes, à vous autres, à nous, de prendre la dimension de ce qu'est le crime des crimes, le génocide, et de faire en sorte que nous fassions œuvre de démocratie, pas seulement pour que les jeunes Rwandais sachent ce qui s'est passé, mais que pour tous les jeunes, dans le monde entier, ce soit la leçon de l'histoire, une terrible leçon d'histoire, que nous soyons capables d'assumer en commun. Alors moi je remercie, je félicite, je l'ai vu, il était là, Aloïs Kabanda, parce qu'il est têtu. Et tous les mois, il vient m'embêter pour que je trouve un autre bourgmestre où on puisse faire l'exposition. Mais il faudrait des Aloïs Kabanda dans toute l'Europe. Et il faudrait qu'on ait des ambassadeurs dans toute l'Europe qui fassent ce travail, de savoir comment on va rappeler à tous les peuples d'Europe qu'il y a eu, certes, le génocide contre les Juifs, mais qu'il y a eu encore, maintenant, ce n'est pas long, le temps n'est pas long, il y a eu ce génocide au Rwanda. Alors, en Belgique, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir changé un peu notre méthode pédagogique, puisqu'il y a maintenant des cours d'éducation à la citoyenneté, et je pense que vraiment c'est une occasion de rappeler, et peut-être que Ibuka devrait d'urgence entrer en contact avec la ministre de l'Éducation pour lui signifier notre désir, notre volonté que dans ce cours, eh bien, il y ait une place, et de s'associer avec les associations juives arméniennes pour faire en sorte que ce soit quelque chose d'important, que l'on prenne en charge ensemble et que nous ayons la capacité, non pas seulement une fois par an comme maintenant, mais de faire un approfondissement de ce que sont ces choses-là dans notre humanité et en quoi cela blesse complètement tout projet démocratique. Alors je dirais encore deux choses pour ne pas être trop long. Vous savez, notre société, pour pouvoir avancer dans une coexistence entre les peuples et pour pouvoir empêcher ces phénomènes qui sont des phénomènes où la haine prend le dessus et devient la gangrène d'une société, des choses que nous vivons pas à ce niveau-là encore, mais que nous vivons un petit peu, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, l'anti-islamisme, toutes ces formes d'opposition que l'on génère chez les gens pour les opposer les uns aux autres, c'est là la gangrène sur laquelle le terreau fertile, sur lequel après ça on peut construire la fin d'une démocratie et le début d'une situation qui peut conduire au génocide. Et donc l'ONU a une responsabilité évidente parce que l'ONU ne s'est pas rendu compte. Et comme l'a dit un président français qui par ailleurs a toute mon estime, mais il a dit des choses terribles, puisqu'un jour, M. Mitterrand a dit un génocide africain n'est pas un vrai génocide. Comment a-t-il osé dire cela? Et nous devons apprendre à nous autocritiquer, quand on est français, belge, à nous autocritiquer pour savoir comment nous devons recadrer les choses parce qu'elles nous concernent directement. Et donc, l'ONU a une responsabilité évidente dans ce qui s'est passé. Mais l'ONU n'a pas pris les sanctions nécessaires. La Banque mondiale n'a jamais été pénalisée pour ce qu'elle avait fait. Le Fonds monétaire international qui a appliqué au Rwanda des ajustements structurels qui ont été épouvantables pour tous les Rwandais et qui a amené des ruptures sociales épouvantables et qui a permis l'émergence petit à petit d'une vision de séparation entre Rwandais. Eh bien, tout cela, nous devons aujourd'hui aussi interpeller. Vous êtes membres, nous sommes membres tous de la communauté internationale. Et cette communauté internationale a une responsabilité qu'elle n'a pas fait l'ensemble du chemin qui permet, comme la Belgique l'a fait, de demander pardon,
mais aussi de réparer. Car il y a une nécessité de réparation lorsqu'il s'agit d'un génocide. Et ces réparations n'ont pas eu lieu. On a escamoté. On a escamoté. Le gouvernement rwandais qui est arrivé au pouvoir avec les forces du FPR s'est trouvé confronté à une dette de l'État rwandais, dette qui était due à la préparation du génocide. Et la communauté internationale, malgré 2 grandes conférences, n'a pas réalisé ce qu'elle devait. Elle n'a pas annulé cette dette. Elle a simplement dit à M. Kagame que voilà, il y a cette dette, mais normalement, selon nos critères, vous ne pouvez pas être refinancé, vous ne pouvez pas obtenir de financement supplémentaire, mais vu les circonstances, on va quand même le faire. On a fait croire à un cadeau, alors qu'on n'a pas fait ce qu'on devait, c'était l'annulation d'une dette criminelle. On n'a pas non plus indemnisé tous ceux qui avaient été victimes dans leur chair de ce crime de génocide. Et cela, l'ONU en est responsable. Et donc, si nous voulons construire ensemble une société qui soit une société plus juste, une société de paix, une société de coopération, qui apporte sécurité à tous ses citoyens, nous avons l'obligation de nous pencher sur ce que sont les grands organes que nos pères ont mis en place après la Deuxième Guerre mondiale et qui petit à petit ont ou bien oublié leurs obligations, ou bien simplement sont tellement pris par la guerre de Syrie, tantôt la guerre en Irak, avant, la guerre en Afghanistan, avant, qu'ils ne gèrent plus ce qu'est les valeurs fondamentales qui avaient été pensées par les Nations Unies et qui étaient fondées sur une chose, une petite chose, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les fondements qui nous permettent de nous respecter mutuellement et qui auraient permis, s'ils étaient appliqués correctement, qui auraient permis d'éviter ce génocide. Eh bien voilà, cette petite déclaration, 30 articles, dont on va fêter l'an prochain le 70e anniversaire. Ce 70e anniversaire doit être aussi une occasion pour rappeler aux Nations Unies qu'ils ne sont pas simplement là pour gérer les conflits entre États, qu'ils ne sont pas simplement là pour gérer les tensions entre M. Trump et le reste du monde. Et ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour faire en sorte que les valeurs qu'on avait estimé devoir proclamer à la suite du génocide contre les Juifs, que ces valeurs-là soient respectées. Et donc pour vous, en tant que jeunes, en tant que militants de cette société, vous devez vous saisir de cette déclaration. Et l'an prochain, ensemble, voyons ce que nous pouvons faire pour permettre que plus jamais ça devienne une réalité. Voilà, j'en ai assez dit. Je vous dirais simplement que, oui, l'an prochain, c'est le 70e anniversaire, vous êtes jeunes, il y aura des appels à projets, et vous pourriez très bien vous lancer dans un projet en saisissant un de ces articles, et les jeunes Rwandais qui sont d'ici aussi, absents aujourd'hui parce qu'ils sont au cours, mais qu'ils se saisissent d'un article, et qu'ils disent, il y aura des séances, ici aussi, venir dire comment vous voyez l'avenir, comment on va faire en sorte que ces articles soient respectés beaucoup plus par nous tous. Merci.